Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau point d'orge avec Maniaco Shonen. Toujours, bonsoir à tous. Alors, nouveau point d'orge aujourd'hui sur nouvelle sortie de Junji Ito dans leur collection chez Mangetsu. C'est du coup le tome 1 des chefs-d'œuvre. Ouais. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, donc qui a été un petit peu repoussé, l'échéance de la sortie a été un peu repoussée du coup à la crise de papier qu'on connaît tous. Mais finalement, il est bien entre nos mains aujourd'hui et du coup, on va bien sûr vous dire ce qu'on en pense. Du coup, on va faire globalement dans un premier temps notre ressenti général sur le recueil et ensuite on va détailler plus ou moins chaque histoire courte dans l'ordre chronologique. Donc voilà. D'ailleurs, point d'orge quand même, on peut le dire pour le coup, on boit une bière grain d'orge. Donc là, on est vraiment dans le thème et un peu plus, c'est un Junji Ito, donc c'est un peu la série avec quoi on a commencé, on peut dire. C'est ça, c'est parmi les points d'orge que les gens attendent le plus, c'est notre série sur les Junji Ito à chaque fois, de Mangetsu en particulier. Et c'est vrai que vu que le concept à la base c'est qu'on boit des bières en même temps, ça le fait de prendre une grain d'orge en même temps qu'une vidéo assez attendue et même un tome que nous-mêmes on attendait pas mal. Est-ce que ça va être dans la même continuité que Tommy et Sensor dont on avait dit pas mal de bien? On verra. Tout à fait. On verra tout de suite. Voilà, donc petite bière ambrée de Noël, festive. Ouais. Et donc, est-ce que c'est festif ce dont on va parler là? Pas des masses. Pas vraiment. Pas des masses. Alors, mais bon. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce premier tome des recueils de Junji Ito, des chefs-d'œuvre? Eh bien, déjà, je peux dire que... Ressenti général du coup. Déjà, je peux dire que j'en attendais beaucoup. Et j'ai pas été déçu, parce que vraiment, je trouve que il y a... Parmi les 10 nouvelles de ce tome-là, si je me trompe pas, il y en a quand même beaucoup qui m'ont marqué. Et enfin, je veux dire, il y en a très peu d'oubliables. Et bon, il y en a certaines que je connaissais déjà. On en a par exemple d'une de Tomie qu'on avait déjà dans un des tomes dans le tome de Tomie dont on a déjà parlé. Mais je veux dire, c'était vraiment un très bon recueil de l'auteur et où on voyait vraiment à quel point il se perfectionnait dans les histoires courtes en fait, et que c'est vraiment un des formats dans lesquels il s'épanouit le plus. Et du coup, j'ai trouvé tout ça très original et très rafraîchissant, pas mal de concepts très étranges, très flippants, et qui marchaient vraiment très bien en tout cas dans ce format d'histoire courte. Les fins, étaient parfois frustrantes, j'ai du mal, mais c'est notamment expliqué dans la postface par exemple, et c'est quelque chose qui est volontaire et qui marche assez bien. Et en fait, il n'y a pas de fin en fait finalement. C'est les monstres sont là, les phénomènes sont là, mais tu pourras pas y échapper en fait, parce qu'il y a pas de, on n'est pas dans un conte de fées là, c'est tout. Ça existe, et puis tes personnages, enfin ton héroïne ou ton héros, il y aura pas forcément de fin positive pour lui. Et je trouve que ça marche encore mieux, et ça cristallise finalement chaque chapitre dans une sorte de concept, tu vois. T'as l'idée finalement générale du chapitre. Et il n'y a rien vraiment, ni pour expliquer d'où vient l'horreur, ni pour l'atténuer en mode non mais t'inquiète pas, il y a tel truc qui peut l'arrêter. Non, là le concept est là, c'est terrifiant, ça marche très bien. Le seul petit problème vraiment que je pourrais noter, c'est que j'aurais bien voulu avoir des dates plus explicites sur quand sont sorties les nouvelles, pour pouvoir savoir vraiment de quelle période de la carrière de Ito elle venait. Bon là, à la fin dans la postface, on a Morolian qui nous dit au détour d'une phrase que les nouvelles sont classées dans l'ordre chronologique, et du coup c'est intéressant. C'est dommage de le savoir à la toute fin vraiment, mais bon, ça reste pertinent. Mais j'aurais bien voulu voir à chaque fois quelle nouvelle date de quelle époque, pour vraiment voir, essayer de percevoir une certaine évolution, même si on en voit quand même une, du coup. Mais voilà, je trouve que ça aurait encore plus, ça aurait vraiment mis un contexte en plus de ça à l'histoire en tant que telle. Mais sinon, j'ai adoré ces nouvelles. On va en parler en détail, mais et puis j'ai bien envie de voir ce qu'il y aura dans le tome 2 aussi, parce que en tout cas là, je me dis que Junji Ito, ça reste quand même déjà que il était très fort dans ce qu'on avait lu avant pour la plupart du temps. Mais là, en tout cas, pour les histoires courtes, c'est vraiment un maître, et j'ai envie d'en lire plus, tout simplement. Et toi, donc? Moi j'avais déjà j'avais bien défoncé Gyo quand il était ressorti chez Delcourt, parce que je trouvais vraiment que le format long se tenait pas du tout, et même que je trouvais qu'il s'épuisait, mais jusqu'à devenir
d'une platitude incroyable au bout d'un moment. Mais du coup, ça confirme effectivement ce que je pensais, hein, après avoir lu Tomie et Sensor même, parce que Sensor, on pouvait bien comprendre aussi que les histoires longues avec un fil narratif qui se tient sur pas mal de chapitres, bah c'est pas le truc de Junji Ito, hein, même lorsqu'il y a une trame et une narration qui se veut être continue, on sent qu'à chaque fois, il y a toujours ce schéma d'histoire courte qui revient, et qui revient, et qui revient, et qui s'accumule pour faire au final une trame qui suit, quoi. Mais surtout que dans Gyo, il essaye d'expliquer son concept, et ça marche pas du tout. C'est surtout un des plus gros négatifs. Alors que même dans Sensor, tu vois, ah non, mais ça reste quand même un format d'histoire courte, même si tout se tient en un seul tome. Mais Gyo, c'était encore un niveau au-dessus. Non, mais c'est pour ça que Gyo, pour moi, c'était vraiment une catastrophe de bout en bout, parce que, déjà, ça se tenait pas sur la longueur, et narrativement, et au niveau du scénario, et au niveau de l'horreur même pure, il y avait trop de problèmes, beaucoup trop de problèmes. Et au niveau de la cohérence et de la crédibilité de certaines choses. Parce que, et encore une fois, hein, lorsqu'on dit du Junji Ito, on doit avoir on doit mettre notre crédulité de côté, hein. Encore une fois, il faut pas essayer de raisonner le concret, comme je l'avais dit plusieurs fois. C'est vraiment, il faut se laisser emporter, etc. Comme tu l'as dit, les choses existent, c'est tout. Les phénomènes existent, ils sont terrifiants. Et en fait, d'ailleurs, on se demande est-ce qu'ils existent dans le même monde, tous, tu vois. Est-ce que le monde se réinitialise à chaque nouvelle? Alors, est-ce qu'il y a une entité diabolique ou une malédiction qui se crée, et à ce moment-là, voilà, ou alors est-ce que le monde est vraiment gangréné par toutes ces putains d'horreurs qui naissent partout aux quatre coins du Japon ou aux quatre coins de la planète? Du coup, oui, pour dire ce que j'en pense, bah j'ai adoré, même s'il y a quand même quelques histoires courtes qui sont oubliables, je pense. Qui sont quand même vraiment beaucoup moins bonnes que les autres. Et d'ailleurs, j'aurais même préféré, tu vois, mettre des histoires courtes de Sensor. Il y aurait pu largement, c'est celle des crabes, des petits humains insectes là, qui se font écraser. De Sensor, je l'ai trouvé bien plus marquante même que certaines dont je vais citer juste après. Mais oui, donc du coup, c'est vrai que au-delà des histoires courtes, parce qu'évidemment elles sont flippantes, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout cela se coordonne. Est-ce que finalement on est, comme je le disais, dans un même univers, ou alors est-ce qu'à chaque fois il réinitialise cet univers pour juste créer une nouvelle malédiction, un nouveau phénomène paranormal. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, les fins abruptes, moi elles me plaisent, parce que, ouais, comme tu l'as dit, il essaie pas de boucler. Voilà, c'est fin ouverte, on te laisse imaginer ce qui se passe juste après. Et puis à chaque fois, souvent les monstres juste ne meurent pas ou ne disparaissent pas, ils sont juste là. Et tu dis, bah, on attend juste la prochaine victime de ce truc. C'est-à-dire Fuchi bouffe les gens, c'est tout, c'est la fin. Ouais, c'est ça. Il y a rien. Et puis, bah, c'est pareil pour le. Bon, on verra après, mais pour la chenille, pour la lignée, c'est pareil, genre, il va faire un gosse à la meuf, et puis après, bah. Ça va continuer. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va continuer éternellement, à l'infini, c'est terrifiant. Et c'est comme ça, comme ça dans énormément de cas, et même, bah, pareil, on le verra après, mais pour les ballons, bah, ils vont continuer à flotter, les ballons, c'est tout, quoi. Là, c'est la fin du monde, là. C'est pour ça que là, à part si ce phénomène-là, du coup, se restreint à cette ville précise, mais sinon, si c'est sur tout le monde, bah là, là c'est mort, là, c'est vraiment la fin de l'humanité, la fin du monde. C'est pour ça que c'est comment Junji Ito gère son univers. Je pense que lui-même il pense pas. Je pense qu'il a juste des idées. Et parce que évidemment c'est un très grand inventeur horrifique. Et donc justement il a ce concept, cette idée. Et boum, il va le mettre dans une page. Il s'en fout si c'est cohérent, tu sais, c'est un peu comme Marvel. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs, mais en fait, bon, on s'en fout un peu. Est-ce que c'est cohérent avec ce qui s'est passé avant? Bon, alors que Marvel essaie quand même de faire, enfin, je dis ça, mais Marvel essaie quand même de faire un semblant de fil rouge, mais en fait, on modifie comme on veut, alors que Junji Ito s'embarrasse pas de ça. Alors que là, oui, en fait, ce qui est aussi intéressant avec ce tome, c'est qu'on a aussi les explications avec les post-faces à chaque fois de Ito qui nous explique que telle nouvelle vient de la vision d'un jardin du voisin qu'il avait quand il était plus jeune. Ah oui. Ou alors que telle autre vient ça part vraiment des trucs anodins. Mais c'est ça, c'est vraiment ça vient du quotidien. Et du coup, on a on voit comment Junji Ito a pensé chaque nouvelle. Sa sœur lui a raconté que apparemment les rêves, même s'ils durent longtemps, et ben en fait dans la réalité ils durent quelques secondes. Et bah bim, il se dit putain, mais il y a moyen de faire une histoire. Et à chaque fois, il a des idées et il arrive à réussir. Un génie inventif. Mais c'est ça, et puis à chaque fois, ça part dans des concepts qu'on n'imaginerait pas. On se demande où ça va arriver. Même des fois, il y a des évolutions. Tu sais, même dans le cas du rêve, t'as des évolutions vers du body horror. C'est pas forcément ce vers quoi tu pourrais t'attendre dans ce genre d'histoire. Et à chaque fois, tu sais vraiment pas où est-ce qu'il va t'emmener. Ce qui est marrant, c'est que des gens pourraient y penser, mais ce serait la rigolade. Ce serait genre, t'imagines. Et là, en fait, lui, il le pose dans les cases. Ça marche souvent très bien, en plus, avec le style graphique de Junji Ito, avec la continuité de son œuvre. Ça, des gens peuvent y penser, mais pour le poser, pour que ce soit crédible, pour que ça fasse peur,
avec le style graphique, etc. Faut vraiment être extra complet, quoi. Ouais. Et donc oui, donc c'est vrai qu'en général, ce qui marque, comme Morolian l'a très bien dit dans sa postface, on parlera un peu de la préface d'Al 236, même s'il n'y a pas grand chose à dire. En vrai, c'est une postface. C'est une bonne postface pour se mettre dans l'ambiance et tout Exactement. ça. Ça explique, ça résume bien Junji Ito globalement. Voilà. Aussi. Si les gens commencent Junji Ito avec ce recueil, je pense que la préface de Alt 236, pour le coup, on a un youtubeur qu'on aime beaucoup. Oui. Sa préface, comme tu l'as dit, en tout cas, introduit bien, je pense, à ceux qui sont très peu familiers. Au moins, Ouais. ils savent qui est Junji Ito. En plus, il y a une petite biographie dans le rabat intérieur qui explique un petit peu. Entre la biographie dans le rabat intérieur et la préface qui explique vraiment comment est-ce que Junji Ito est considéré dans le milieu, qu'est-ce qu'il a apporté au genre et quelles sont ses spécialités. Je pense que, en vérité, même si toujours la plume d'Al 236 est toujours assez abstraite et assez, tu vois, très métaphorique. Bah, comme je te le disais, on a l'impression Mais, vraiment que c'est l'introduction d'une de ses vidéos à la limite. Mais bah, c'est sûr que ça marche beaucoup mieux que par exemple celle de Hideo Kojima qui marche surtout parce que c'était Hideo Kojima Ouais, quoi. ouais. Mais en vrai, il disait surtout bah Junji Ito c'est mon pote et tout. Et, Ouais, et mais c'est Hideo sympa. Kojima a pas besoin de faire une grosse Ouais, préface c'est ça. pour Parce elle. que tu dis, s'en fout, tu dis je suis Hideo voilà. Kojima, donc à un moment tu t'en fous. Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, en tout cas, Al236 a fait une préface qui nous fait bien rentrer dans le délire et en fait on sent bien qu'il a vraiment compris l'œuvre de Ito. Hein, mais on savait en fait, finalement, Ouais, on n'en doutait pas. Donc voilà, Morolian qui explique très bien que Junji Ito est le maître du quotidien corrompu. On prend des éléments du quotidien jusqu'à à les corrompre tellement violemment que ça en fait des éléments tellement horrifiques. Et en plus, Junji Ito va vraiment plus loin que ça. Hein. En plus du simple élément quotidien, il en fait vraiment une diégèse terrifiante. On en parlera après. Mais oui, et bien sûr, avec cette inquiétante étrangeté qui est toujours ce genre de flottement qu'il y a toujours au-dessus des villes de Junji Ito, qu'il a beaucoup emprunté à Daijiro Moroishi, j'en parlerai juste après. Ben justement, on va enchaîner avec la première histoire courte, qui est le vieux vinyle. Alors, je vais commencer, si tu veux bien. Vas-y. Le vieux vinyle. Alors, il faut savoir que j'ai lu les chefs-d'œuvre en 2 temps. J'ai commencé par le vieux vinyle, j'ai fait une pause pour aller en cours, et en rentrant des cours le soir, j'ai lu tout le reste. Et donc, quand j'ai lu le vieux vinyle, je me suis dit, ah ouais, c'est pas ouf. En fait, je me suis dit, ok, bah, en fait, j'ai déjà lu ça chez Daijiro Moroishi, mais en mieux. Du coup, et donc je me suis dit, bah ok, c'est vraiment, ouais, encore une fois, un élément du quotidien qui ensorcelle les gens, qui les possède, qui les attire, qui les rend obnubilés par cet objet, donc il y a le vieux vinyle, qui chante une mélodie, mais encore une fois, tu vois, cette histoire c'est la chanteuse post-mortem qui a enregistré le truc, je me suis dit, ah non, mais ça, c'est pas obligatoire, franchement, genre juste le fait qu'il y ait la chanteuse qui soit morte en train d'enregistrer le truc devant son micro, je me suis dit, ouais, est-ce que c'était vraiment ultra obligatoire. Est-ce que c'est vraiment flippant? Est-ce que ça rajoute de l'horreur à l'histoire? J'en suis pas vraiment sûr. Et du coup, ouais, il y a ce genre de flottement dans l'histoire courte qui est vraiment caractéristique des histoires de Daijiro Moroishi. Mais là, Junji Ito a pas vraiment le génie qu'a Moroishi pour rendre l'histoire et intéressante et flippante, dans le sens où ça reste très plat. Et il essaie encore une fois de justifier son concept. C'est pour ça que moi, je vais vraiment me dire, pour moi, la limite de Junji Ito, c'est quand il essaie d'expliquer son idée. Et là, il essaie un petit peu d'expliquer son idée avec le vinyle maudit, là. Et quand il essaie d'expliquer, je me dis, ça n'a rien à foutre là, et il pourrait très bien virer le passage où il explique avec la chanteuse qui est morte, et ça serait tout autant flippant. Bah, moi, je me dis qu'en soi, le concept est pas mal, mais surtout, ça fait très légende urbaine, tu vois. On te dit, c'est tel vinyle, ça pourrait être une vidéo de Feldup à la limite, tu vois. Genre, ça, c'est un son qui a été enregistré alors que la meuf, par le fantôme d'une meuf qui est morte, c'est vraiment un truc du genre. Et bah, en même temps, la légende urbaine, c'est quelque chose qui est très récurrent chez Junji Ito également. Mais c'est trop bien, la légende urbaine. Ça rejoint un peu ce que je disais au niveau des dates, c'est que, par exemple, on apprend seulement à la toute fin dans la postface que cette nouvelle-là, donc qui est la première de tout le recueil à être sortie chronologiquement, donc est sortie en 1990, je viens de vérifier. Et je trouve, à mon avis, ce genre de concept-là, ça pouvait sûrement mieux marcher à cette époque-là, mais je veux dire, maintenant, c'est vrai que de notre regard de jeunes de 2021, c'est sûr qu'un disque maudit, tu vois, avec une musique, ça doit être quand même un peu moins révolutionnaire qu'à l'époque. Donc peut-être que l'effet était plus puissant en 90. C'est vrai que là, il y a rien. Enfin, il y a des morts et il y a des personnes qui sont vraiment obsédées, obnubilées par ce disque. Mais c'est vrai que moi aussi, en fait, à peu près pareil. Moi, j'ai trouvé ça sympa.
Mais c'est vrai que si le recueil avait été entièrement à ce niveau-là, moi, j'ai eu j'aurais trouvé peur, ça tu vois. un peu plus Voilà. oubliable en fait. Je me suis Ouais. dit d'accord, ok. Tu sais, ça pourrait être à la limite une histoire courte de fin de tome un peu en bonus, tu vois. Mais je veux dire, Tout à fait, ouais. si c'était que un recueil d'histoires de ce niveau-là, je trouvais ça un peu plus oubliable. Bah peut-être qu'il l'a prise aussi parce que ça lui est, enfin c'est peut-être une histoire qui lui est chère parce Oui. qu'il a écrit tout, il a dessiné il y a longtemps. Mais tu vois, c'est ce genre d'histoire pour moi. En fait, elles sont très peu oubliables parce qu'il n'y a pas de sursaut graphique. Il n'y a pas de Elles sont gros très oubliables finalement. Tu dis très peu oubliables. Mais... très oubliable, pardon. Il n'y a pas de sursaut graphique, il n'y a pas de grosses planches qui nous marquent. Même le concept, comme tu l'as dit, est pas forcément révolutionnaire, même si je trouve que les vinyles, ça marche bien. N'empêche, c'est pas un CD, tu vois, c'est vraiment un Mais vinyle. en Ça, manga, c'est c'est- plus c'est- difficile déjà à retranscrire, Ouais. tu vois. c'est vrai, ouais. Ça marcherait peut-être mieux en film, tu vois. Ouais. Mais bah, surtout qu'il y a forcément les notes du coup Ouais. de la chanteuse qui sont jouées. Bah, t'as du mal à te l'imaginer, t'as du mal à te le représenter. Ça marcherait mieux, ouais, justement en théâtre ou en film. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, bah, quand moi j'ai terminé cette histoire courte, je me suis dit, avant d'aller en cours, je me suis dit, oula, si c'est tout le temps comme ça, et si c'est que d'histoires de ce niveau-là, bah autant lire Tommy ou Spiral, si tu veux. Si tu veux avoir des histoires courtes, même, tu vois, t'en prends une indépendamment des autres, ça passe. Mais c'est vrai que je me suis dit, oula, celui-là, il est un peu plus oubliable, mais avec le recul, je me dis, c'est peut-être parce que c'est une nouvelle que Junji Ito voulait commencer par cette nouvelle-là, peut-être que c'est une nouvelle, on n'a pas plus d'infos, mais qui a permis de populariser un petit peu, ou alors qui lui tient à cœur parce qu'il l'a écrit dans une période spéciale de sa vie. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que cette histoire est la plus oubliable de toutes, et la plus... Ouais, excusez-nous si on bafouille un peu, on a quand même pas mal vu. C'est le concept aussi qui veut ça, malheureusement ou heureusement, ça j'en sais rien, mais bon, voilà. Heureusement. Non, c'est vrai que du coup, voilà, cet épisode-là est un petit peu plus oubliable que les autres, même si, bon, il est pas désagréable non plus, quoi. Oui, c'est ça. C'est une mise en bouche, ouais. mais pas forcément la meilleure qui soit, je pense. Ça, mais c'est vraiment ce genre d'histoire, c'est vraiment tous les recueils de Insomnia de Masaya Okazono chez Black Box qui sont un peu près de cet acabit-là. Du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont très peu marqué, même si j'aime bien Masaya Okazono, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en termes d'horreur, ça reste vraiment très stérile, un peu basique. Et c'est pour classique, on va dire. Ouais, classique, ouais. Mais ça, mais un peu stérile quand même. Ouais. C'est vrai que ça, il y a vraiment, on pourrait dire que c'est un peu du frisson, tu vois, pour les chochottes, quoi. Alors que là, pour le coup, ce qu'il y a après. Et bah d'ailleurs, ce qu'il y a après, c'est Frisson, déjà. On peut faire la transition, justement, tu dis ça. Alors le deuxième, donc Frisson, je vais commencer de mon côté, du coup. Alors, Frisson, justement, je trouve que c'est le deuxième moins mémorable de la liste. En fait, finalement, c'est quasiment les deux seuls qui m'ont pas vraiment marqué, parce que pour tous les autres, vraiment, je les ai trouvés super cool. Moi aussi. Frisson, à mon avis, il a surtout dû être particulièrement éprouvant pour... Tripophobe. Le mot est dit dans la postface, ça doit être ça, ouais, ceux qui ont peur des trous, par exemple, parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'on a une image beaucoup plus graphique, hein, surtout vers la fin, mais pareil, je trouve que l'histoire met un peu de temps à s'installer avant de comprendre, puis même tu vois, le concept de, en fait, c'est un objet en jade, hanté, la malédiction, tu te dis, c'est pareil, c'est un peu déjà vu, tu vois, l'objet hanté, en plus en jade, ça fait vraiment un truc, ça fait vraiment un peu cliché. Et puis même le médecin qui les suit, la personne qui est invisible pour certains, invisible pour d'autres, c'est un peu déjà vu, tu vois. C'est vrai. C'est vraiment déjà vu. Bah c'est ça, en fait, on se dit, ok, à la fin, on comprend du coup le concept, mais finalement ça se tient en soi. Contrairement à d'autres histoires courtes, on pourrait imaginer une suite, et on pourrait imaginer ce qui se passe après. Là, c'est vraiment, ouais, ok, c'est en fait l'horreur vient surtout du trou, la phobie, des trous qui popent sur les gens, et à la fin, ça devient vraiment l'imagerie est sympa, tu vois. Sur la couverture, ça rend bien. Mais j'ai l'impression que tout est fait pour amener à cette image de fin où il fait une incursion dans le body horror vénère, avec le gars avec des trous partout dans la tête et son œil qui tombe derrière ses trous et tout. Où là vraiment, ok, c'est vraiment du body horror très graphique. Et tu te dis, c'est vrai que pour moi, cette histoire-là, en fait, parce que Junji Ito, tu vois, l'a dit plusieurs fois, il essaie aussi de faire des histoires selon certaines phobies. Et du coup, il a déjà exploré la claustrophobie dans Spiral, on s'en souvient. Dans la nouvelle de fin. Avec les trous dans les silhouettes, dans les parois. Incroyable, vraiment, celle-là, elle est vraiment géniale comme histoire courte. Elle pourrait être très bien dans le recueil aussi. Et du coup, il essaie d'explorer plusieurs phobies. Et c'était pour les tripophobes. Il faut quand même que je vérifie le terme, mais je pense que c'est ça. C'est pour les tripophobes, et du coup,
bah moi, je suis pas tripophobe, donc ça m'a pas Non fait plus. grand chose en vrai. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, cette histoire de malédiction, mais en plus tu vois le truc arriver de loin, genre oui, elle a acheté la pierre de chez le voisin, quoi. Enfin, le mec Ouais. a pris la pierre, tu sais, tu te dis bon. Bah, en Oui, fait, tu vois déjà, Non, mais la meuf a plus de trous. la fille du voisin qui a quelques trous sur le bras, tu dis, bon d'accord, ça va évoluer petit à petit, il y aura encore plus de trous, et voilà, mais en fait, mais t'es pas vraiment surpris à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais quand elle a plus de trous, tu te dis oui, bah c'est son pote qui a Oui, pris la pierre. oui, ça a été C'est- transmis à c'est- quelqu'un suffit. d'autre. Ouais. Voilà, tu sais. Enfin, c'est ça. C'est que c'est très peu surprenant. Et du coup, comme j'ai enchaîné les deux histoires, j'ai fait. Bon, bah c'est encore un énième recueil histoire courte horrifique que je vais oublier, comme j'en ai lu tellement. Mais en fait, non. Parce que la troisième histoire, je vais commencer du coup. Vas-y. En fait, on commence pas parce qu'en fait, on interagit. En fait, il n'y a pas de à toi à moi. Donc, mais du coup, c'est le mannequin. Alors, le mannequin, c'est l'histoire où vraiment je me suis dit, oula, celle-là, elle est terrifiante parce que c'est du coup l'histoire de ce mannequin, Fuchi. Qui est un mannequin, du coup, oui, vraiment, véritablement, il la trouve. Nos personnages veulent jouer un film, c'est ça? Ouais. Veulent faire un petit film. D'abord, il y a une petite introduction limite où en gros, c'est le personnage qui découvre cette femme dans le magazine et du coup qui est choqué. Et Ouais, elle n'arrive pas à lui sortir de la tête. Bah, tu vois. il a toutes ses raisons d'être choqué Oui, parce on que comprend. même à l'heure aujourd'hui des mannequins grosses ou maigres, bon, bah, peut-être qu'elles restent plutôt plus ou moins jolies. Ouais. Mais là, Mais là, c'est vrai que c'est vraiment mais- à un niveau. mais du coup, c'est vrai que c'est marrant, mais c'est vrai que c'est flippant juste le fait de voir cette entité qui est là, tu sais, qui a l'air d'être omnisciente, omnipotente, qui est là, qui te suit, qui te hante. T'as l'impression qu'elle est tout le temps derrière toi. Et puis tu te dis, Ouais, ouais, non, c'est-à-dire, mais tu dis, c'est quelqu'un ça vraiment. C'est-à-dire, il y pensait, et comme par hasard, un jour, quelques mois plus tard, quand il se décide de faire un film et de faire un casting, il y a trois filles qui envoient leur candidature, et bim, il y a ce mannequin précis. Et puis il y a son Mais pote c'est-à-dire qui dit, quoi, bah allez, c'est marrant. Ouais, Eh, voilà, c'est on ça. peut la prendre quand même, elle est marrante. Non, oui, qu'elle est pas marrante. Et après, qui lui dit, Miss Fucci, ce mec-là, c'est un de vos plus grands fans et tout, et du coup, elle le regarde comme ça, c'est vraiment. En fait, C'est Fucci, c'est c'est- vraiment un cara design. Ah, C'est surtout c'est ça, c'est vraiment tout ça. tourne autour du Il cara a design. vraiment et- réussi. Il s'est Et dit, il est vraiment. je veux faire le personnage le plus terrifiant Ouais, possible. un genre de femme requin, comme ils disent également, c'est juste- vraiment. Mais juste le fait, mais même quand elle bouge pas, juste le fait qu'elle soit hyper grande, c'est ça, toute fine, et que tout le monde soit autour en train de dire putain, mais c'est qui ça? Mais tu sais, Et quand- ouais. mais quand ils sont dans la voiture, tu fais. Et tu sais, quand ils sont dans les bois, tu fais mais quel enfer, Ouais. mais barrez-vous, mais. Et après un jour, à un moment, elle commence à sourire et là tu te dis là c'est mort. Là, on arrête. Non mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, Ah, cette histoire, elle est vraiment trop c'est bien. ultra bien. En fait, juste avec ce cara design, le personnage devient culte Hmm. et presque attachant. En fait, on a même envie de voir plus d'histoires de Fuchi qui bouffe des gens finalement. Ouais, mais de loin. Non mais je veux dire, ça va toujours être à peu près la même chose. Mais rien quand elle commence à courir après le mec dans la forêt, Ah tu ouais. vois, elle fait comme ça. Ah ouais. Tu vois, ou même quand elle a du sang plein la gueule et tout. Enfin, on se dit que Ah ouais. ce personnage-là, Moi, je pense qu'il il y est a. ultra marquant en fait. Oui, encore une fois, si je. Et ça rend bien comme en tant que dos du tome, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Je pense que c'est Sur cool le Pantone. d'avoir mis Fuchi avec le Pantone et tout. Mais si je devais faire juste un reproche pour moi, encore une fois, et à chaque fois c'est ça que je reproche avec Junji Ito, c'est que moi je trouve qu'il y a un problème de dosage, oui c'est ça, vraiment de proportion, c'est-à-dire que pour moi il n'y avait pas besoin de voir Fuchi dévorer le mec Ouais, ça. et qu'elle devait et que tu la regardes comme ça, c'est qu'en fait il voulait la rendre encore plus flippante, comme ça avec sa tête là pleine de sang, mais en fait moi limite je trouve que ça atténue encore l'impact de Fuchi, parce que moi, genre pour moi, juste, mais tu sais, ça pourrait très bien s'arrêter aux mecs qui sont dans la forêt avec Fuchi, et ils se rendent compte qu'en Juste fait, un malaise, ouais, tu vois. ils se rendent compte qu'il y a un vrai malaise, tu vois, mais si ça s'était terminé à ce moment-là, moi j'aurais adoré, tu vois. C'est juste qu'à chaque fois je me dis, putain, c'est dommage qu'ils veuillent tout le temps pousser le truc encore un peu plus loin. Et là, du coup, il dévore un mec, et voilà, ben on s'arrête, tu fais, bon, elle a dévoré le mec. Oui, quelqu'un. L'autre mannequin, quoi. Ouais, l'autre mannequin, oui. Mais tu vois, si c'était vraiment arrêté, où ils descendent de la voiture et que la meuf elle sourit comme ça, avec ses vieilles dents de requin, tu fais. Tu sais, ils se regardent et puis genre, ils font. Oula, tu sais. Et genre, pour moi, ça aurait très bien pu s'arrêter là, et moi j'aurais. Voilà, pour moi, c'est à chaque fois un problème de dosage. Et je me dis, c'est dommage qu'il y ait ces 2 pages à chaque fois de trop. À chaque fois, il y a 2 pages de trop chez Junji Ito, et c'est ça qui m'empêche d'apprécier pleinement ses œuvres, même si j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a 2 pages, je me dis, juste avant, ça arrête le parfait. Tu vois. Bah, je pense qu'il y aurait eu moyen
Oui, tu sais, de tourner, de tourner, d'augmenter oui. encore plus Ah le oui. malaise, tu vois, Oui, sans c'est être ça, juste oui, à la mais limite bien sûr. s'arrêter juste avant, mais de garder vraiment une ambiguïté en mode Oui. est-ce que c'est un monstre, est-ce que c'est c'est vrai. vraiment juste une femme trop moche, vraiment on sait pas, mais vraiment là, c'est vrai que je suis d'accord que ça avait pas forcément besoin d'aller jusqu'au gore à ce niveau-là. À la limite, je trouve que ça marche mieux déjà dans l'histoire très courte de fin du cadrage, tu vois, du cadrage Parce maudit. que là, elle est flippante de base. Parce que là, et puis là vraiment elle arrive et puis limite elle est en réponse à l'autre personnage qui lui dit, Ouais. où elle lui dit c'est moi que tu trouves flippante là, que Ouais. tu trouves bizarre, et puis là bon, elle Ouais. l'enferme dans un cadrage machin. Mais je veux dire, à ce niveau là c'est vrai que rien que l'image de Fuchi déjà dans la voiture, puis Ah après ouais. dans la forêt, Ah ouais. on se dit non mais il y a vraiment moyen de juste la mettre dans certaines situations. En plus elle parle pas, elle est là, elle a un regard comme ça, et puis quand elle sourit c'est Elle est encore pire horrible, que hein. tout. Mais c'est pour ça, C'est pour moi, vrai il fallait que s'arrêter. C'était pas obligé d'aller Le gore jusqu'au était bout, pas je suis d'accord. nécessaire pour moi. D'accord. Mais ça reste une histoire qui est qui te met mal, et c'est la première histoire où tu commences à te dire c'est vrai qu'il commence à y avoir des petits frissons, et tu te dis Ah ouais, ça fait et tu peur, te mets à la ça. place des personnages, tu te dis putain, ce personnage de Fuchi ouais, non, flippant, Oui, marquant. et puis putain, ce personnage du pote qui l'apprend pour rigoler, quel con. Ouais, quoi. non mais vraiment, Non, si vraiment, vous avez un c'est- pote comme ça, virez-le, parce que Ah, c'est pas possible, c'est ça. c'est dangereux là, littéralement. Bon, après, il pouvait pas non plus s'attendre à ce que ce soit un extraterrestre. ou je sais Oui, pas quoi, oui, tu bah vois. en soi, Vraiment. inviter une meuf juste parce qu'elle est moche pour se moquer, c'est déjà pas Ouais. gentil, tu vois. Ah, c'est vrai. Après, c'est drôle ou pas, ça, Ouais. chacun a sa vision, mais Non, je veux c'est dire, pas très gentil. mais je veux dire, en soi, bon, ouais, c'est vrai que c'était pas la meilleure chose à faire. Je pense qu'ils l'ont regretté. Ouais. Et mais le fait est que Fuchi, on sait rien d'elle. À part que voilà, on connaît son chara design, c'est Fuchi, quoi. tout, et c'est assez. Et De quoi, bah, du coup, voilà, ça petit suffit, bémol, ça suffit à s'en le souvenir. gore était pas forcément nécessaire. Quoi. Voilà. Alors, pour ce qui est des ballons, comment ça s'appelle exactement Les ballons pendus. Les ballons pendus. Bah écoute, vas-y. Bah, c'est pas. En fait, je trouve que ça, c'est vraiment où je me suis dit. En fait, quand j'ai compris le concept, je me suis dit. Ok, c'est vrai que tu comprends un peu plus déjà en lisant la postface d'où ça vient, parce que c'est vrai que le concept des ballons comme ça, tu te dis ok, Ouais, alors des visages géants comme ça dans les airs, au début j'étais un peu perplexe, mais c'est surtout le fait qu'il te cherche, enfin que le ballon qui te ressemble te cherche, Et puis il te parle et tout. et qu'il essaye il te fonce dessus avec la corde, tu vois, en essayant de te pendre. C'est ça qui est un peu plus flippant, j'ai tout trouvé, enfin que ça rendait le concept vraiment encore plus c'est vrai. crédible et horrifique, dans le sens où vraiment là on arrive à la... Et puis surtout le fait qu'il se multiplie très vite, ce qui fait qu'à la fin on en arrive à un ciel où t'as plein de gens pendus qui flottent dans les airs, Ah, pas où t'as des ballons partout, t'as ton ballon de toi-même qui est au-dessus de ta fenêtre là, et tu sais que si jamais à un moment tu sors ou tu fais quoi que ce soit, ou tu relâches ta garde, tu vas te faire pendre, enfin tu vas avoir une corde qui va essayer de t'attraper pour te suivre. On sait pas pourquoi en plus. On a une scène assez poétique entre deux, où t'as deux ballons qui commencent à s'embrasser un moment, tu vois, le ballon de la première morte et de ce qui était son copain, et c'est pareil en fait, on comprend pas trop tout ça, mais moi j'ai trouvé en fait, plus ça avançait, au début j'étais un peu perplexe sur le concept de pendu, de ballon, mais plus ça avançait, plus je me suis dit que en vrai c'est vrai que l'histoire se tient, et je comprends que ça puisse être quand même une histoire culte, enfin une nouvelle culte de Ito, dans le sens où c'est du jamais vu déjà, et où ça reste un concept horrifique et improbable qui finalement est tellement incompréhensible qui peut donner des frissons dans un certain sens, quoi, tu vois. Ouais. Alors après, c'est vrai que moi, alors pour le coup, pour le jamais vu, bah certes c'est jamais vu, mais en fait tu peux faire du jamais vu, du n'importe quoi et du nul, Oui. quoi. Tu vois, c'est peut être très bien jamais vu, mais bon, parce que bah si c'est jamais vu, parce que personne l'a fait, parce que c'est nul. tu Oui, vois. bien sûr. Mais en soi, c'est pas nul. En fait, c'est pareil que toi. En fait, au début, je me suis dit, oula, ok, c'est un peu bizarre, mais enfin je me suis dit, ok, donc j'attends de voir juste comment ça évolue. Et c'est vrai qu'au moment où il te parle, en fait, de toute façon, tu sens en fait, c'est ça qui est un peu charmant dans les histoires enfin dans les recueils et dans les histoires courtes de Ito, c'est qu'à chaque fois tu sens les bifurcations de l'auteur quand il se dit ouais là il faut quand même que je parte dans cette direction là, tu vois. Il s'est dit non, il faut quand même que les ballons ils parlent à leurs auteurs, tu vois. Et en fait tu sens, Ouais. et même tu le vois après comme tu l'as déjà dit au début du podcast aussi, mais pour les petites explications sur les gribouillis et les synopsis originaux et tout, tu vois qu'ils partaient dans d'autres directions. Et pareil pour là, tu te dis ok, donc là il s'est vraiment dit ok, donc il faut qu'ils les poursuivent, qu'ils leur parlent, etc., qu'ils essaient de les faire sortir à tout prix, qu'ils les manipulent, qu'ils rentrent dans leur tête, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, par contre, moi c'est peut-être un peu mon esprit trop rationnel, je me suis dit, il y a trop de moyens de leur échapper à ces putains de ballons. En fait, mais je me suis dit, s'il y a que toi, s'il y a que le tien qui te fait chier, mais c'est qu'une corde, hein. Il est pas en train de te shooter avec un fusil à Non, pompe, mais le tu vois. truc, c'est que le tien,
à partir du moment où il te repère, il te suit et du coup il va pas, tu sais, il va rester, si t'es chez toi, il va rester au-dessus de chez toi. Et en plus, ce qui était assez intéressant, c'est vrai aussi dans l'histoire, c'est que c'est le moment où tu vois, t'as l'ami qui essaye de tirer sur un ballon, je sais plus comment ça se fait, non, où c'est un autre mec qui tire sur le ballon de la pote, et la pote elle commence, en fait on se rend compte que en fait les dégâts qui sont sur qui arrivent au ballon c'est du body horror, se répercutent sur le vrai humain, donc finalement tu peux pas leur échapper, enfin si, tu peux détruire tous les ballons, mais tu tues tout le monde finalement, tu tues l'humanité, donc c'est vrai qu'il y a une histoire de... Non, c'est vraiment juste le fait que, en fait, les seuls moyens qu'ils ont de te tuer, c'est de te pendre. Oui. Mais en fait, la corde, enfin, tu peux t'en échapper facilement, je veux dire. Je veux dire, le fait que la corde te passe sous du cou, qu'ils te prennent, enfin, tu veux dire, en fait, juste, c'est trop rationnel. Je me dis, ok, donc il faut vraiment que le mec soit comme ça, et qu'il marche, et qu'il se fasse attraper, qu'il fasse, oh non, et qu'il non, justement, parce que moi je sais même pas, parce qu'à un moment t'as le père de l'héroïne en gros, qui sort en disant, non mais je m'en fous, je vais faire les courses, je vais me protéger le cou, au travail, et je vais me protéger le cou et tout, et il arrive quand même à se faire happer. C'est pour ça, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en vrai, dans cette situation-là, je sais pas, en fait, je comprends pas, je sais pas comment ça marche. Tu trouves le ballon, la corde, est-ce qu'il contrôle la corde entièrement? C'est-à-dire, est-ce qu'il arriverait, en fait, on essaye de te forcer à te pendre, et c'est ça que je trouvais flippant. Je me disais, mais en fait, tu sais pas comment ça marche, et tu vas te retrouver pendu sans avoir fait exprès. C'est juste un nœud lâche. Je me demande, par contre, c'est peut-être possible d'y échapper, mais de toute façon, pas à l'infini. Puis de toute façon, ce concept de narration inversée qu'il adopte dès le début, tu vois la meuf qui est recroquevillée avec les mains sur les oreilles parce que tu te demandes pourquoi, et en fait, tu te rends compte que en fait, c'est celle qui lui parle à sa fenêtre, c'est en fait son ballon à elle. C'est vrai que c'était un peu flippant, et surtout cette image horrifique de voir tous les gens pendus dans le ciel, c'est un peu terrifiant. C'est ça, en fait, pour moi, ça allie un peu deux concepts à ce niveau-là. Bon, moi, ce qui me fait le plus flipper, c'est vraiment l'idée, en fait, de cette corde de pendu qui te poursuit pour essayer de te pendre, tu vois. Et en plus de ça, il y a l'idée du ballon qui a ta forme, qui a ta tête, qui flotte dans le ciel et qui te cherche toi précisément, tu vois, et chaque personne a un ballon qui le poursuit. Et c'est ça qui rend déjà l'histoire un peu plus mémorable en fait à ce niveau-là. Mais c'est vrai que je trouve que ça marche bien, c'est sûr. C'est pas une de mes préférées du recueil, mais je peux comprendre qu'elle arrive dans ce recueil en tant que l'une des nouvelles que Junji Ito préfère et qui fait partie de ses plus mémorables, j'imagine, puisque c'est vrai que déjà rien que dans l'imagerie, c'est inventif. Et c'est d'ailleurs bien utilisé dans la couverture, où t'as les têtes des personnages qui sont représentées, quand on regarde bien, avec des cordes à la fin à chaque fois, et en gros à chaque fois c'est les têtes des personnages pendus, enfin sauf Tomie, qui a pas de Tomie pendu, mais ça c'est compréhensible aussi. Mais du coup c'est bien utilisé, et j'ai bien aimé cette nouvelle, on va dire. Alors maintenant on passe au Castellet. Alors le Castellet, moi c'est mon histoire courte préférée, et même au-delà même devant Fuchi, parce que j'ai trouvé le concept génial. Comment il s'appelle cette putain de poupée là? Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre le magicien. Alors déjà moi tout le début avec la famille, avec le père qui fait chier ses fils pour qu'ils fassent du cirque avec les marionnettes et tout, je trouvais ça déjà un peu chiant. Et déjà une bonne prémisse pour ce qui va se tramer après, juste après. Mais alors, lorsque ça a commencé à... Enfin pour moi, lorsque le petit frère est arrivé chez son grand frère et qu'il a vu que toute la famille était suspendue à des fils, et en fait qu'ils avaient tous les muscles complètement relâchés, et qu'en fait ils vivaient comme ça, parce que c'était plus pratique, c'était plus sympa, en fait tu fais juste rien toi-même, tous tes muscles sont complètement relâchés, détendus, et en fait c'est des mecs qui sont... vieux gars au plafond. C'est des mecs qui sont comme ça avec les yeux écarquillés parce qu'ils sont pas dormis depuis un an. Et puis ils sont apparemment manipulés par Jean-Pierre. Ils sont manipulés par Jean-Pierre. C'est pour ça qu'ils dorment pas pendant un an. Mais du coup, qui font tout à ta place, qui sont là, qui te font manger, qui te font chier et tout. En fait, tu es juste rien. Et t'es comme ça, t'es juste accroché au plafond, toute ta maison est une énorme baraque, il y a des trous partout parce que les mecs te manipulent. Ouais, c'est vrai qu'à un moment j'ai réfléchi, je me suis dit mais dans l'architecture, comment ils font pour passer... Non mais c'est vrai que ça reste ultra inventif. Ouais, c'est ultra inventif, et même je me suis dit mais au-delà de ça il y a un vrai propos sociétal aussi, tu vois, et vraiment tu te dis mais en fait il a sans doute réfléchi aux gros assistés qui font rien de leur vie et qui attendent juste que tout leur tombe des mains, leur tombe dessus, ça les dérange pas d'être complètement manipulés, d'acheter de la merde, que la publicité leur mente, que les politiques leur mentent, que tout le monde soit fou cul avec eux, mais ça les dérange pas tant qu'ils sont pas... tant qu'ils sont bien
et qui sont pas dérangés, tu sais, il y a pas de problème de conscience. Bah, surtout à partir du moment comme ça, où là, comme c'est le cas du grand frère, tu sais, il a réussi à gagner sa vie un peu, et il peut se permettre d'engager plein de domestiques qui font tout pour lui. Du coup, lui, il est juste là. En fait, en même temps, il décide de ce qu'il fait, mais il a vraiment rien à faire. Juste, d'ailleurs, tu sais même pas comment au final il arrive à gagner de l'argent encore avec ça, parce que il a des domestiques partout et tout. Mais je veux dire, le concept en lui-même est ultra inventif Flippant et en même aussi. temps flippant Mais quand tu trop penses. flippant, Tu te dis, mais trop c'est flippant. quoi ça? Et tu comprends vraiment le petit frère qui se dit, mais c'est quoi ça? C'est pas normal, non, c'est pas sain. Même si c'est vrai que si tu l'expliques rationnellement, non, mais je fais rien, c'est trop bien et tout. Non, mais Ouais, c'est ça. tu sais, il y a quelque chose Je de suis- malsain je suis- là-dedans. je suis- il y En a- plus il y a- de ça, t'as y a la pas de sœur qui problème se de dit conscience. non, mais c'est bien et tout. Ça fait Qui a- du bien. Pareil, encore un petit moment à part, tu vois, où finalement on la transforme en marionnette et elle est heureuse de danser à sa façon. On se dit encore, bon là, à la limite, ça va. Bon, tu sens qu'il y a bien un Ouais. moment où ça va péter, quoi. Et c'est vrai que je suis d'accord à ce niveau-là. Je me suis dit, mais comment ça va arriver? En fait, tu vois bien dès le début le concept de marionnette. Tu te dis, mais comment les gens vont se transformer en marionnette? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Comment il va développer ça? Ah, ça, c'est l'opposition de la praticité contre la confiance, tu vois. Mm. Est-ce que je peux tout sacrifier pour mon confort, tu vois? Est-ce que je peux trahir ce que je pense, enfin, ouais, mon éthique, ma morale, pour justement concéder un petit peu de praticité et de confort de vie? Bah, du coup, là, je me suis dit, c'est vrai que pour moi, c'est la nouvelle la plus flippante de toutes. Juste le fait qu'il y ait des mecs qui te font. Qui sont au-dessus de toi tout le temps, qui te font. Qui font tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est très bizarre. Et puis ce concept de Jean-Pierre, moi, il me fait rire. Oui. Que la marionnette est juste flippante. Elle est comme Non, mais ça. elle a des têtes, déjà, là. je veux dire, Puis c'est la marionnette de son enfance en plus, c'est flippant. mais tu déjà, vois. c'est flippant du point de vue du protagoniste de se dire que là, c'est sa famille, tu vois, c'est son frère, sa sœur, parce que c'est même pas lui, tu vois, c'est sa famille qui fait ça et qui comprend même pas en Non. quoi c'est flippant et c'est pas normal Ouais. et c'est terrifiant, Ouais, tu vois. c'est Du coup, il se dit, parfait. non, mais ma sœur fait pas ça, enfin, arrête. Et elle fait, non, mais c'est trop bien, moi je vais rester avec mon grand frère et tout. On se dit, mais. Ah, Enfin, c'est- on ouais, se met à sa place, on se dit, c'est pas possible. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a finalement ce côté inexpliqué avec Jean-Pierre, tu vois. Cette histoire, on sait pas vraiment, c'est un esprit, on sait pas trop ce qu'il y a à ce niveau-là, mais je veux dire, à part ça, tout est parfaitement rationnel. C'est vraiment des mecs qui sont engagés pour te contrôler comme ça. Et s'il n'y avait pas cette histoire de Jean-Pierre, c'est vraiment déjà juste le fait, même si c'était totalement réel, de mecs trop riches qui se disent, moi je m'en fous, j'ai juste abandonner mes muscles et juste laisser les gens, enfin juste laisser mes domestiques me contrôler pour tout faire, comme ça je me fatigue pas. Juste ce fait là quoi, à ce moment là il y a rien de surnaturel et on se dit mais c'est improbable. Ouais. Comment on peut avoir cette idée là? C'est putain de flippant. Et Junji Ito rentre en histoire encore plus concrète parce que du coup, lorsqu'ils sont détachés, leurs muscles ne leur répondent plus. Ils sont complètement décédés lock. Et du coup, c'est vraiment encore une fois encore plus crédible. Et en plus de ça, il y a encore ce propos à la fin, ils deviennent des vraies marionnettes. Son frère et sa belle-sœur deviennent des vraies Et marionnettes. même le fils de Ouais, même leur ouais, fils. même leur fils. Alors, tu dis en fait, c'est ça, notre humanité dépend de notre indépendance et notre autonomie à nous mouvoir tout seul, tu vois, à subvenir à nos propres besoins par nous-mêmes. Et quand t'as plus ça, quand t'as plus ton autonomie de gestion, tu deviens juste un pantin en fait. Et il y a aussi le côté de la petite amie, tu vois, du protagoniste qui arrive aussi parce qu'à un moment elle essaye d'arriver. Bon, il y a le petit côté un peu nul où elle voit son mec qui parle à une poupée à la fenêtre C'est nul. et qui se dit oh non en fait il parle à un mec. Non mais à la limite ça, tu vois, je veux bien le pardonner dans le sens où c'est juste ce qui l'a fait rentrer en fait, ce qui la pousse à rentrer, à se dire non moi je m'en fous, je vais aller voir et je vais demander ce qui se passe, tu vois. Donc à la limite c'est un peu c'est facile, mais c'est vraiment juste ce qui fait qu'elle rentre. Ce prétexte là, elles doivent te dire un truc dans le couloir. Non mais c'est le prétexte de la copine jalouse qui se dit non mais attends il est avec une fille alors que c'est juste une vieille poupée Ouais, quoi. C'est jalouse, un vieux une copine c'est un vieux normale, pa- quoi. Oui non mais je veux dire au final le mec parle à un vieux pantin quoi. Mais c'est vrai que bah, ça arrive aussi pareil un peu à du gore qui n'est pas forcément obligatoire sur la fin. Ouais, À la limite le clin d'œil était marrant dans le sens où quand on voit la poupée, enfin la copine transformée en marionnette, elle est à peu près dans la même position que Jean-Pierre dans le flashback quand elle balance Jean-Pierre. Tu vois, à un moment elle a peur Oui, de c'est Jean-Pierre vrai. et elle le balance et après il est comme ça désarticulé sur le sol et elle est un peu dans la même, Ah oui, dans c'est la vrai même qu'il y a- position et c'est ça qui m'a fait marrer quand j'ai vu ça. J'ai fait ah ok, donc c'est presque une vengeance de Jean-Pierre finalement sur ce qu'elle lui a fait il y a c'est longtemps. vrai qu'il y a du gore, j'avais complètement oublié. C'est ça en plus. Encore une fois, du coup, Encore c'est une fois, c'est vrai ouais. que je me souviens du gore. Ah putain, c'est vrai que bah, ça c'était en trop. Mhm. J'avais complètement zappé qu'il y avait du gore parce que juste moi le concept était flippant de base. C'est vrai qu'il y a du gore à la fin, elle se prend un pic là ou un couteau. Ah, un dans couteau le et puis bide, là. le Ouais. mec et puis Jean-Pierre
essaye encore de cut le mec, et au final il le défonce, enfin il arrive, enfin il se prend un petit coup dans le bras et il arrive à le défoncer au sol. Okay, ouais, mais c'est vrai que par exemple ce côté-là, à part pour le flashback du fait que Jean-Pierre s'était fait niquer quand il y a des années dans le passé, et que là c'est la fille qui se fait démembrer, c'est vrai qu'à part ça je me suis dit c'était pas forcément obligatoire. Tu vois, le concept en soi du frère aliéné qui se dit c'est trop bien d'être une poupée, et c'est les poupées qui nous contrôlent, c'était déjà suffisant en soi pour faire une œuvre vraiment mémorable, une nouvelle vraiment mémorable. C'est là que je me dis qu'entre les moments où Junji Ito va un peu trop loin dans le gore, rajoute quelques cases qui sont pas forcément nécessaires, bifurque en cours de route et tu le sens très bien. Pareil, dans Sensor, tu sens qu'il y a vraiment ce moment où il se dit ok, je vais partir dans cette direction-là. Je trouve que ça rend vraiment les œuvres de Junji Ito très humaines. Tu sais, tu sens qu'il y a vraiment, c'est pas un narrateur omnipotent derrière, aux commandes, tu sais, c'est pas lisse, tu sais, par exemple comme un One Piece, tu vois, vraiment t'as l'impression tout le temps que c'est vraiment très cadré. T'as rien qui sort. C'est pour ça que les gens disent que Oda a tout prévu et tout, parce que vraiment il y a rien qui sort vraiment de. Mais là, tout a l'air contrôlé. Tu sens qu'il y a des bifurcations, tu sens que c'est un humain qui a réfléchi à qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, donc là je vais partir dans cette situation-là, et je vais pas modifier ce que j'ai fait avant, mais je vais juste changer de position. Et du coup, j'ai vu cette réflexion, c'est vrai que ça rend les œuvres de Junji Ito très humaines. T'as presque l'impression de voir Junji Ito faire ses choix derrière sa planche. C'est vrai. Alors, pour ce qui est du peintre, on va passer, parce que du coup, on l'a dit dans Tomier. Oui, si on a parlé globalement, c'est ça. Et du coup, on arrive sur le rêve sans fin. Alors, pour le rêve sans fin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Elle est vraiment trop bien. Alors, j'ai préféré, moi, le Castellet, du coup, mais je pense que toi, c'est ton recueil préféré. Je pense que c'est ma préférée du tome, ouais, clairement. Donc, du coup, il y a encore ce lieu, tu sais, cette topographie de l'hôpital, tu sais, de la clinique. La clinique, c'est vraiment un lieu pour Junji Ito qui paraît flippant. Tu vois, il se passe des trucs bizarres au sous-sol. Dans les chambres, il y a des gens bizarres. Il faut pas trop s'aventurer. Et des fois, même tu peux devenir fou, tu peux faire des trucs bizarres, tu peux rêver à des trucs infinis. On sait jamais. C'est vrai que parmi tout ce qu'on a lu, que ce soit dans Spirale ou dans Tomier, il y a toujours un moment où ça finit dans l'hôpital ou à l'endroit ou dans la chambre. Il y a toujours quelque chose de bizarre. Voilà, du coup, il se passe des trucs extrêmement bizarres. Il y a des gens qui font des rêves de plus en plus longs. Un mec d'abord. Oui, un mec d'abord. Ça commence comme ça. Et pareil, ça arrive de n'importe où. Le mec arrive à faire des rêves de plus en plus longs. C'est comme ça, gros. Un rêve de un mois, on se dit oh, ok, c'est bizarre. Et du coup, un rêve de 2 mois. Il évolue. Et en fait, au bout d'un moment, ses rêves deviennent de plus en plus longs jusqu'à déteindre sur son corps parce que son corps commence à s'immiscer dans la fiction, dans le rêve. Et en fait, ça déteint tout simplement sur son organisme. Son corps et même son esprit, parce que même lui finit par parler comme quelqu'un qui a vécu 100 ans, tu vois. Et même sa diction commence à évoluer, et c'est vrai que c'est compréhensible, parce qu'à un moment, si t'as l'impression d'avoir vécu 100 ans, tu vois, et d'avoir vraiment vécu, si ton rêve était aussi crédible que la réalité, c'est normal que ce rêve t'ait fait évoluer comme la vie réelle. Si t'avais vécu 100 ans, t'aurais fait évoluer, tu vois. T'as des expériences, t'as des habitudes qui arrivent, et du coup, il évolue dans le monde réel, mais sauf que là, le temps n'a même plus d'importance, parce que c'est-à-dire qu'il peut vivre un rêve de 1000 ans, que ça va passer en une nuit, mais du coup, son corps, lui, et son esprit continuera à évoluer, ce qui fait que d'abord, avant de devenir vraiment un mec, un espèce de monstre pareil dans le body horror ultra étrange, tu vois. Il y a d'abord cette forme intermédiaire où elle a juste un méga cerveau, des yeux bien vitreux dégueulasses, et que là on se dit déjà ouf. Ouais, ok, là c'est un mec qui a bien vécu, on sait pas trop ce qui se passe. Et alors là, la transformation comment il est vivant, tu vois. Parce que, et c'est pareil, du coup, là, je viens de lire le tome 5 de Eden, et dans ce tome-là, on voit les effets du disclosure virus. Et c'est vrai qu'à peu près ce truc-là, je me suis dit, c'est vrai qu'on y retrouve, il y a un gars qui est tellement aliéné, qui est gangréné par la maladie, qui est détruit, qui est corrompu et tout, mais en fait, il arrive encore à parler, à articuler, à penser, alors qu'il a plus de cerveau et plus de cœur en plus de ça. Mais juste du coup je me suis dit, ça peut paraître pareil, comment ce mec là est encore conscient. T'as vu comment il est? Là, il commence même plus. Il est même de moins en moins conscient, parce qu'à un moment où il se réveille, tu sais, parce qu'il a rencontré le jour d'avant une patiente d'un couloir d'à côté qui elle est ultra parano et qui a pas envie de mourir et qui a l'impression qu'elle va crever, et il fait un rêve où pendant 1000 ans il est marié avec cette fille. Et voilà, qui vit des expériences avec elle, et du coup quand il se réveille, il va la voir, il est terrifiant, elle pense que c'est la mort, et qu'il est là comme ça, il fait machin, tu te souviens pas de moi, et parce que lui il a l'impression que c'était réel, quoi. Et c'est là, et petit à petit on lui explique on le sait pas, on lui explique que non, en fait c'était un rêve, c'est pas arrivé, et c'est vrai que même lui
Enfin, c'est normal, tu te mets à sa place, t'as plus conscience de ce qu'est la réalité, de ce qui ne l'est pas. T'arrives pas à te rappeler ce qui s'est passé le jour d'avant parce que t'as l'impression d'avoir vécu des mois et des mois entre deux. Et rien que le concept en lui-même, pareil, est ultra flippant. Surtout qu'au début, à la limite, au début, ça commence avec des rêves où il dit vraiment que ses rêves sont terrifiants, il se passe des trucs bizarres. Et après, c'est même pas le fait que les rêves soient particulièrement étranges qui est flippant, c'est vraiment que ils finissent par durer jusqu'à l'éternité, quoi. Mais ça m'a fait penser à une Et caméra cette idée cachée. de vie éternelle, finalement, juste avant la mort, enfin voilà. Ça m'a fait penser à une caméra cachée que j'ai vue il y a pas longtemps, et je trouve que le concept est très marrant et très similaire à ce que fait Junji Ito. En gros, ils prennent un mec dans la rue qui est assis, tu vois, et en fait, il y a plusieurs mecs qui, tu sais, d'âge différents. Il y a un mec de 12 ans, après un mec de 60 ans, et d'autres mecs de 24 ans, et tout, qui viennent, et tous les 5 minutes, il y a un gars qui va devant ce mec et qui fait Hey, you're dreaming, tu vois, t'es en train de rêver. Oh, il fait Wake up, you're dreaming, et tout, et puis il se barre en faisant des trucs bizarres, tu sais, il se barre comme ça, mais tous les 5 minutes, du coup, le mec commence à se dire Attends, mais c'est quoi ce bordel, tu sais, et du coup, alors, genre pendant une trentaine de minutes, il y a des mecs qui succèdent et qui font Man, we need you, your family need you, you're in the coma, wake up et tout, tu sais, mais vraiment le mec il fait c'est quoi ce bordel et tout, ça c'est pareil, je me suis dit mais comment ce mec t'imagines là, nous, pendant qu'on tourne ce podcast, en fait c'est un putain de rêve depuis le début, en fait on est un putain de truc comme ça, on est des affalés, comateux. Ça tu te dis mais ça c'est tout ce concept là est vraiment horrible et terrifiant, que dès qu'on touche à la tu sais, à une seconde qui dure un an, tu sais, ça commence à devenir horrible. Ouais, moi ça m'a fait penser en fait, c'est l'histoire. Pareil, une histoire que raconte, je pense que c'est Feldub dans je sais plus si c'était une phase cachée de Reddit ou quoi, où il raconte que quelqu'un a eu l'impression de vivre une vie entière, qu'il a eu une femme, des gosses et tout, et un jour il s'est réveillé et tout. Non mais je veux dire, c'est l'histoire, enfin le concept en lui-même est flippant, tu vois. Tu te dis, imagine vraiment, il se passe vraiment ce genre de choses où t'as l'impression, où tu crées des liens, des amitiés, des amours, une famille. Et en fait, tout est faux et c'est dans un rêve. Enfin, on a déjà eu tous un rêve qui était sympa. On se réveille, on fait oh merde, c'était pas vrai et tout. Mais là, c'est un niveau au-dessus. Là, vraiment, ça pousse le concept à un niveau où on se dit mais le rêve est terrifiant. Finalement, pourquoi rêver si c'est pour arriver à des extrêmes pareils finalement, ou alors pourquoi vivre si finalement le rêve en lui-même peut être une meilleure réalité que la réalité. Donc je trouve que cette histoire pose plein de questions ultra intéressantes. Terrifiant. Et en plus de ça, on a un petit côté body horror qui pour le coup rend l'histoire encore plus marquante, hein, finalement. Enfin, c'est logique en fait, ça vient pas de nulle part. Tu te dis pas pourquoi le mec il devient d'un seul coup dégueulasse. Non, c'est justement que son corps il s'adapte à tout ça et à ces centaines d'années vécues. Et finalement, est-ce que c'est à ça que ressemble un mec qui a pas bougé pendant 1000 ans et qui reste en vie pendant 1000 ans? Peut-être, on sait pas. En tout cas, il arrive à mettre un design à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, le dessin de Junji Ito marche très bien. C'est ce qui est également dit dans la postface. Finalement, quelle postface bien écrite. Mais où à un moment, il y a des allusions à Lovecraft. Et on nous dit, Lovecraft aurait dit tu sais, que c'est une horreur innommable, enfin vraiment quelque chose de... Indicible. Alors que là, Junji Ito arrive à mettre un trait sur cette évolution physique, sur ce corps qui change, et ça marche très bien, franchement, et on est bluffé, et ça rend la nouvelle encore plus marquante. Et c'est pour ça que vraiment, Un rêve sans fin, c'était ultra cool, quoi. Alors, la lignée, parce qu'il faut se brouiller quand même, parce que ça va être long. Hein. Il faut qu'on arrive à faire la vidéo dans dessous d'une heure. Allez, on va réussir. Alors, la lignée, moi, j'ai trouvé ça très sympa et très flippant. Déjà, quand j'ai vu... en fait, déjà, il y a tout un premier acte où il y a ce gars qui essaie de séduire cette fille, où, tu sais, ils arrivent et tout, il l'emmène dans sa chambre, etc. Mais parce qu'en fait, elle a perdu la mémoire. Donc, du coup, il dit, mais alors, tu te souviens plus de moi et tout, c'est chiant, t'as eu un accident, machin. En fait, à aucun moment tu te doutes que c'est ce mec là qui est la source de son... Ouais, quand tu connais Junji Ito, tu te demandes quoi, tu dis... Oui, mais... un moment, il y a la mère qui dit... oui, mais ça aurait pu être autre chose, tu vois. Oui, non mais je dirais, à un moment, t'as la mère qui dit... tu sais pas ce qui se serait passé à l'école ou quoi, il fait... Non, tu vois, genre, il galère sur un mot, à un moment, tu sais, il dit... Enfin ouais, voilà, il bégaye, et du coup là, je me suis dit, ok, il a un truc à voir, c'est sûr qu'il sait ce qui lui est arrivé, mais c'est vrai qu'on sait pas. À ce moment-là, on se dit, ok, tu sais, il y a un build-up, et t'attends de voir voilà. Elle arrive chez lui, etc. Tu vois que la maison est chelou. Les maisons de Junji Ito, tu sens qu'il se passe des trucs bizarres dedans. Et puis quand il y a ce père qui arrive là pour lui dire bonjour, qui marche à quatre pattes inversées, et en fait tu vois pas le bout de son crâne parce qu'il est caché derrière la porte.
bon, tu te dis, bon, il y a un truc bizarre, soit il est attaché à je sais pas quoi, tu sais. Et en fait, bah, quand tu te rends compte qu'en fait, il y a tous les crânes de ses ancêtres, de son père, de son grand-père, de son On sait arrière-arrière-grand-père. pas jusqu'où, t'as vu qu'à quel Jusqu'à point où c'est long ce truc. Vraiment, c'est pareil, ça rend le truc terrifiant parce qu'on se dit, mais on peut même pas appréhender le concept jusqu'où ça va. C'est-à-dire Non. vraiment, il y a. Non. Tu sais, il y a 1000 ans, il y a vraiment, C'est dans le noir, après, c'est dans il y a le noir, vraiment les ouais. mecs qui Ouais. coupaient leur crâne à la fin, enfin qui Ils arrachaient leur crâne, pour s'agrafer. Enfin, je me dis, mais c'est fou quoi. Enfin, en soi, le concept, Ouais. déjà rien que graphiquement, il est fort. Tu Ouais, vois. c'est fort. Tu te dis, putain, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Vraiment, tu Ouais. comprends que la fille, elle a vraiment été choquée par ce qu'elle a vu, Bon, et qu'elle ait perdu la mémoire. Hein, là, je pense qu'à ce niveau-là, on peut comprendre. mais Mais en tu plus te de dis ça, même- en plus de graphiquement, je trouve que Ouais. c'est thématiquement et quand tu y réfléchis, c'est flippant aussi, tu vois. En vrai, ok, en fait, c'est ça. Tu essaies de rendre graphiquement horrifique la transmission successorale, tu sais. Ouais. Mais là, c'est vraiment dégueulasse. Ah, quoi. parce que, par exemple pour donner un exemple qui parlera à quasiment tout le monde, je veux dire, dans l'attaque des titans, quand quelqu'un qui a un des titans primordiaux se fait bouffer par un autre titan, bah, c'est l'autre titan qui prend ses pouvoirs, mais il prend aussi la mémoire de celui qui l'a bouffé. C'est-à-dire que du coup, ceux qui ont eu un titan primordial, finalement, ils continuent à vivre à travers celui qui les a bouffés et c'est interminable. Mais là, c'est ça, mais encore pire parce qu'ils sont toujours en vie. C'est même pas juste leur mémoire et finalement les personnes qui continuent à vivre à travers cette idée que finalement la mémoire, ce qui nous caractérise, c'est un peu la mémoire. Non, là, c'est encore Parce que un niveau au-dessus. chaque crâne parle. Hein. C'est vraiment le cerveau qui est relié et ils sont toujours là finalement et ça donne une mémoire qui est en même temps est reliée et qui arrive jusque je sais même pas depuis combien de milliers d'années mais c'est très étrange. En même temps, toutes les individualités persistent. Le père, la tante, et ils veulent. Enfin, t'as l'impression que leur objectif principal, c'est de continuer ça. Finalement, on sait pas pourquoi. Pour accumuler un maximum de mémoire, on sait pas. Non, mais c'est la pareil, tradition, on c'est la sait pas. tradition, je pense, Mais pareil, on n'a pas besoin de savoir finalement. Non. Juste ce qu'on a. Enfin, Typiquement. juste ce qu'on nous montre, c'est que on a quelqu'un qui a rien à voir avec tout ça. Et qui se retrouve embarqué là-dedans et qui, bah, apparemment, comme nous le suggère la fin, va pas bien finir. Hein, Ouais. enfin, va finir dans une belle continuité familiale. Et on se dit que, ça marche très bien, quoi. Ouais, puis ce qui est marrant en plus, c'est que ça veut dire que les gens de cette famille, ils ont quand même cette pression de trouver une meuf rapidement pour pouvoir s'accoupler avec, alors qu'ils ont quoi, 15 ans, quoi, tu vois. Surtout si le père meurt vite, ouais, quoi. ça, À la ça, limite, le truc, ouais. s'il y a le temps, mais là, Voilà. ça presse, quoi. Ouais, là, il est vraiment vieux, quoi. Tu sais pas à quel âge il a eu, quoi. Tu Ouais. sais qu'il a mis du temps, lui, avec ses crânes, tu vois, comment il a fait pour. C'est vrai, comment tu survis? Parce que ça veut dire que c'est la femme qui doit tout faire dans ce cas-là. Parce que toi, tu restes au sol, tu vas pas faire tes courses, tu vas rien faire, tu restes là. Puis comment une femme accepte ça, quoi, tu vois. Ouais, non, je sais c'est pas, ça. c'est à quoi, c'est. Je sais pas, enfin bref. Bah là vu comment ça se termine. Au plafond avec Oui, ou alors vu comment ça se termine, il faut que la femme soit pas consentante et soit un légume, et à la limite là elle peut te donner un héritier quoi. Mais bon, parce que là il y a pas l'air d'avoir énormément de consentement vers là où se dirige l'histoire quoi. Mais c'est vrai que sinon c'est incompréhensible quoi. Alors faut être vraiment taré. Mais comment ça a pu continuer sur autant d'années? C'est improbable. Mais bon là, c'est l'imagerie. Ouais, c'est ça. Bah, on sait pas, peut-être que c'est la tradition familiale. Et rien que cette idée de tradition familiale, déjà, il y a moyen de faire des trucs flippants avec ça. Mais bon, là, en plus de ça, bah, ça se rattache encore une fois à une forme de body horror. Avec cet enchevêtrement de crânes qui vont jusqu'à on ne sait où, qui sont sait très où, et semblables, de les cerveau. Ouais, vraiment, ça marche. Pour le coup, on dirait vraiment, ça marche dans le fait où on dirait une chenille, tu vois. Mais c'est vrai que là, on nous dit, oui, il y a la tante, il y a le père et tout. Enfin, là, il y a l'air quand même d'avoir surtout des crânes de vieux monsieur dégarnis sur le côté, enfin sur le devant. Voilà. Mais bon, mais c'est vrai que dans si ta tante elle a ses cheveux là, c'est bizarre. Mais dans l'imagerie de la chenille, ça marche bien, quoi. Ouais, c'est clair. Et voilà. En plus, cette histoire a beaucoup bifurqué. On le voit à travers les noces à la fin de l'histoire. Il ne devait pas du tout se passer comme ça. Au début, c'est toujours sympa de le remarquer. Ouais, c'est ça. Alors, pour ce qui est de l'épidémie, c'est aussi terrifiant, mais d'une autre manière. Ah ouais. Celle-là, c'est juste par le constat de vivre dans cet enfer en fait. Déjà, on est tous un peu dégoûtés par l'huile, tu vois, ça colle. Le gras. Non, mais c'est pas miscible, tu vois, ça se mélange pas avec l'eau. Il y a toujours ce truc de dire,
même si tu jettes de l'eau dessus, ça va jamais se barrer, tu sais. Ouais. Ça va toujours être en opposition avec l'eau, et c'est toujours dégueulasse. C'est-à-dire que même t'es là, le gras et c'est dégueulasse. T'as cette image, tu vois, de Tu quelque te laves, chose, tu sors d'un encore, objet graisseux, tu vois, et tu passes ton doigt dessus et t'as une trace, enfin, tu sais, Ouais. et là il te reste du gras sur le doigt et tu te dis, ah, vraiment, en fait, tu vois de toi quelque chose vraiment de la saleté, quoi. Mais La tu sais, saleté pure et dure. ça m'a rappelé un truc très très pratique, parce qu'en gros j'étais parti au Mexique un moment, et il faisait tellement chaud au mois d'août, il faisait à peu près 45 degrés à Cancun, que quand je prenais ma douche dehors, et que en fait j'allais faire du sport, je prenais ma douche, et que dès que je sortais, je suais encore. C'est-à-dire que dès que tu sors, tu sues. Et c'est horrible. Moi, du coup, j'ai eu cette image-là, je me suis dit, mais en fait, c'est pareil. Genre, Il y a une image comme ça dans le tome en même temps. J'étais tout le temps suant, j'étais tout le temps en sueur, et ça me saoulait. Tu sais, tu pouvais rien faire parce que bah, tu te douchais, tu suais, t'étais dans l'eau, ta tête elle suait. Tu sais, c'était horrible. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que t'as beau prendre ta douche, après tu reviens, bah tout est totalement graisseux, donc t'es graisseux. Tu bois de l'huile, les gens ils boivent de l'huile, ils sont tous graisseux, ils sont tous des boutons dégueulasses. Ton père, mais tu sais, c'est horrible. Et puis même là, il y a un moment où le père demande à la fille d'aller chercher une serviette, il s'essuie la tête, et la case d'après, il est encore plein de graisse. Tu vois, et c'est pour ça que tu te dis, ouais, non, en fait, c'est infini, quoi. Il essaye, mais bon, ça marchera jamais. Bah, c'est exactement comme moi. Du coup, ça me fait penser à ça, tu vois. Ouais, mais pour moi, dès l'introduction, tu vois, tu comprends déjà que tu sais, ça commence, on se dit, ouais, moi je regarde le Mont Fuji, on fait, ok, c'est sympa. Elle fait, non, parce que moi chez moi, en fait, c'est dégueulasse, il y a la graisse et tout, machin. On fait, ok, on comprend. Alors, enfin, pour moi, c'est une nouvelle qui est particulièrement immonde et qui marche très bien et qui, alors personnellement, m'a vraiment beaucoup fait penser à du Hideshi Inno à un moment, en particulier à Serpent Rouge, parce que ça commence, tu vois, il y a d'abord l'introduction avec tu sais, l'environnement malsain, surtout surtout ils expliquent la maison, voilà, là, dans ce coup-là il dit ouais, bah, là c'est ma maison machin, après ça part sur voilà, c'est mon père, ça c'est mon père, en fait il est bizarre, tu vois, il est tout graisseux, il y a machin, et encore plus quand ça fait là il y a mon frère, enfin là ouais, dans ce cas-là c'est mon frère, il fait là il y a mon grand frère, il boit de l'huile en cachette et il fait j'ai vu que tu m'as vu boire de l'huile en cachette, si tu le dis je te défonce et tout, et c'est un peu pareil dans Serpent Rouge où c'est l'inverse, et où c'est la grande sœur qui dit qui met des serpents dans sa chatte ou je sais plus quoi là, et qui lui dit ah tu m'as vu, si tu le dis à papa je te défonce. C'est pour ça que j'ai fait ah ouais, là on a vraiment la description de quelqu'un finalement assez normal, tu vois, qui est là dans cette famille dégueulasse et qui se dit c'est quoi mon quotidien, c'est quoi mon père, c'est quoi mon frère, et vraiment je me suis dit ok, là à ce moment-là ça m'y a vraiment fait penser. C'est vrai, c'est exactement ça. Et j'ai fait lien, je me suis dit ouais, vraiment. Et puis la maison est un peu semblable en plus, hein. C'est vraiment, bah, tu sens que c'est vraiment des pièces spéciales, il y a les pièces, il y a un truc pas naturel et aussi un peu surnaturel là-dedans. Et ouais, tout à fait. Vraiment, et c'est pour ça que j'ai pensé ça, je me suis dit analogie très et en plus de ça, il y a quelque chose qui est aussi présent dans ce même Serpent Rouge de Ishino. T'as aussi une comment dire, une emphase sur les pustules purulentes explosées, tu vois, qui est aussi le cas avec le grand-père dans Serpent Rouge. Qui se fait exploser ses pustules là, oui, par la meuf, voilà, exactement, par la mère du personnage. Ah, puis elle suce. Et là, dans ce cas-là, c'est encore une fois, ça évolue, il y a beaucoup de graisse, et t'as le thème de l'acné qui vient se rajouter à toute cette thématique. Et on a vraiment ces scènes encore plus dégueulasses, vraiment, où c'est vraiment le plus de la peur liée à l'acné, avec ces boutons qui explosent, du pu partout, de la phobie encore une fois, purulent, et c'est vraiment dégueulasse avec cette héroïne qui a finalement rien demandé, mais qui se retrouve avec des méga boutons de pu dans la tête, avec sa bouche grande ouverte devant son frère, là elle peut rien faire, et à la fin en plus elle a les cauchemars, toute l'imagerie du Mont Fuji qui crache du pu, et qui met du gras partout. Je crois que c'est, à mon avis, le taux de lipides, je sais pas quoi, l'épidémité, l'épidémité, il a vraiment dû s'inspirer de Ino, à mon avis. C'est vrai que en vrai ça semble largement possible, comme il s'inspire de Boroshi, c'est pas impossible. C'est une de ses dernières nouvelles en plus, elle est récente. Ouais, donc voilà, elle était vraiment dégueulasse celle-là, elle est vraiment... Encore une fois, à la fin, le fait que le père se coupe le pied, encore une fois, ça n'était pas nécessaire. Encore une fois, à chaque fois, je me dis, cette scène, elle sort un peu de nulle part. On a bien compris, en fait, le principe. Pourquoi maintenant, en fait, on a bien compris que le père, il avait tué son fils et qu'il le donnait à bouffer, et qu'il le donnait à bouffer dans son resto, et que justement, il était... les gens ont bien aimé cette viande-là, parce que le mec il bouffait de l'huile et tout, et du coup il essaie de refaire ça avec sa fille, machin, mais ça marche pas, du coup il le fait avec lui-même. Mais cette famille elle marche comme ça depuis longtemps, pourquoi maintenant il faut faire ça sur le truc? En fait c'est pas ça l'aspect flippant, en fait, c'est toute la crasse, en fait tout vient déjà de l'idée de Junji Ito
à la base d'un futon particulièrement dégueulasse qu'il y avait eu dans le une futon retraite dégueulasse, ouais, c'est ça. avant qu'il expliquait. Mais c'est ça en fait, l'horreur vient pas forcément. En fait, l'aspect j'ai buté mon fils et je le donne à bouffer, Non. c'est pas ça. En fait, tu retiens pas la Ça, nouvelle c'est pour le ça. malaise, le mal-être. Tu sais, on l'a que déjà t'as. lu à d'autres endroits, tu vois, cette idée de cannibalisme et tout, ouais, ça peut marcher aussi, mais dans une nouvelle à part qui développe ça, tu vois, là en fait, finalement c'est pas le propos, ça vient se greffer, mais c'est vraiment l'aspect graisseux, en fait, quand on lit le manga, tu sais, t'as l'impression d'être dégueulasse, t'as l'impression d'avoir un goût de Ouais. gras dans la bouche, et même de devoir te laver les mains, ou même te laver, parce que tu Ouais. sais, l'ambiance marche C'est ça. bien, en fait. Deux exemples ça très qui me concrets. Déjà, moi, je déteste dormir dans des draps qui sont, tu sais, trop sales ou normalement, tu sais, genre tu dors trop dedans. Ouais. Tu sais qu'il y a toute ta sueur qui est dedans et tout. À bout d'un moment, j'aime pas, du coup, Ouais. voilà. Du coup, ça m'a fait beaucoup fait penser au moment où je me dis, bon, là, il faut vraiment que je lave mes draps parce que c'est pas possible. Et en plus, très récemment, j'ai acheté. Enfin, je suis allé manger au KFC. Et c'est vrai que le soir même, il me restait des buckets, enfin des tenders, et je les ai fait, je sais pas pourquoi, c'est l'idée qui m'est venue, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai mis de l'huile dans une poêle, et j'ai fait frire les tenders déjà frits, quoi. Ouais. et du coup je me suis dit, putain, mais et du coup je le mangeais comme ça, il y avait de l'huile qui dégoulinait, j'ai fait, mais c'est dégueulasse, et du coup je les ai jetés, parce que c'est dégueulasse, enfin il y a beaucoup trop d'huile, quoi, et du coup je me suis dit, putain, mais c'est vraiment l'histoire de Junji Ito, ça. T'étais dedans, là. Tu manges déjà des trucs huileux. Dans mon assiette, il y avait de l'huile et tout. Je me suis dit, non, ouais, c'est bon, ça suffit. C'est vrai que c'est. Bon, on n'a pas réussi à faire une. Non, on a fait plus qu'une heure, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, en soi, l'idée de se baser sur l'aspect dégueulasse, crade, graisseux, huileux, Ouais, tu vois, c'est c'est pas mal. Non, dégueulasse. mais déjà, juste le fait d'avoir un gars qui avale goulûment des bouteilles d'huile Tournesol, ouais. ouais, voilà, tu te dis, mais c'est d'huile de friture là, on se Ouais. dit, mais non, bah, c'est rien que ça, c'est un peu écœurant. Ouais. Mais alors là, Avec franchement. l'ambiance tout autour, ouais, ouais. c'est ça. Puis que cette graisse qui flotte dans les airs, Ouais. tu t'es là. Mais tes même doigts avec sont le dessin, dégueux. il y a rien qui est Non. parfaitement blanc, tu vois, t'as toujours Non, des petites traces partout pour montrer que tout est sale. Ouais. Et vraiment, t'as l'impression que tu pourrais prendre un grattoir et toucher n'importe quelle surface Ouais. dans ces chapitres-là, et t'arriveras avec des montagnes de gras, et tu te Ah, dirais, c'est ah, mais ignoble. où est-ce qu'on est? Et ça surtout quand, marche super bien. Il quoi. essaie de justifier ça en plus que c'est le magasin, tu sais, c'est les. Oui, c'est c'est la un friture truc du de friture, magasin un truc de friture qui monte. Tu fais, ouais, non, mais là, Ok, allez, bon, là tu comprends, à un moment, t'as des gens. Je pense que même le plus gras des kebabs en haut, c'est pas comme ça. Mais t'as des mecs à un moment qui se disent où est-ce qu'on va manger. Il y en a un qui propose d'aller dans ce truc de friture, et l'autre fait non, mais c'est dégueulasse là-bas. Et puis après il fait non, mais ils ont de nouvelles viandes, et maintenant c'est bon. Mais tu te dis, non, mais personne, tu comprends que tout le monde dirait non, mais on va pas manger là, c'est dégueulasse. À un moment, mais t'es la fille. À quel moment tu restes là? À un moment, faut partir. Là, mais c'est du coup, ça ouais. rend cette histoire vraiment. Ouais, en fait, t'arrives à avoir un sentiment physique. En fait, t'as l'impression d'être en contact avec le gras, rien qu'en lisant cette nouvelle. Tout à fait. Et on se dit que ça marche ultra bien, et que franchement, à ce niveau-là, Junji Ito s'épanouit très bien dans ce format de nouvelles. Il se bonifie quand même. Et on se dit, mais on verra bien ce que ça donnera, les futurs tomes, les futures œuvres complètes de Junji Ito. Mais en tout cas, moi, en tant que écrivain d'histoire courte comme ça, j'ai bien envie d'en voir encore plus. Et déjà, on verra avec le tome 2 ce qu'on aura. Parce que là, j'ai l'impression que, là, comme on a dit, il y en a tellement qui sont mémorables déjà dans celle-là, que on verra dans le tome 2 ce qu'on aura. Mais j'ai bien envie de découvrir tout ça. Est-ce que ça arrivera à être au niveau de toutes les dernières dont on a parlé, et est-ce qu'il y aura encore ces aspects, tu vois, un peu too much forcément des fois sur la fin ou pas? Et on verra bien, quoi. Ouais, je pense que ce sera toujours un peu la marque de fabrique, hein, à mon avis. Ouais. Même si, tu vois, mais même dans sa dernière, du coup, liquidité, il y a toujours ce moment-là, cette dernière page où tu te dis c'était pas nécessaire. Ouais. Dans la vie, c'est une habitude qui va pas quitter, mais en tout Oui. cas, voilà, on aura hâte de voir ça. On vous remercie pour votre attention. Ça a été long, mais voilà. On a parlé fait en long, toute en histoire, large, en travers. et on fera la même chose pour le tome 2. Oui. Donc, on vous dit à très bientôt sur la chaîne, et à très bientôt. Oui, merci de nous avoir suivis. Salut!